Je vous demande d'accueillir Barbara Pompili, je vous en prie. Ah bah oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez intervenir depuis le pupitre ou est-ce que vous voulez le faire depuis le pupitre? D'accord. Donc, ancien ministre, député aujourd'hui LREM de la Somme, oui. Voilà, et spécialiste de ces questions, de l'écologie et de la transition énergétique. Madame Pompili, merci. Merci beaucoup, merci. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. D'abord, je vous remercie de m'avoir convié pour intervenir en clôture de ce premier forum sur l'intelligence énergétique. Et c'est une invitation que j'ai acceptée avec beaucoup d'intérêt, car ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence énergétique est un enjeu à facettes multiples, je ne vais pas vous l'apprendre, et donc naturellement passionnant. Alors l'énergie qui conditionne la vie est passée de la rareté à l'abondance en un siècle, notamment avec l'essor du charbon, du pétrole. Et c'est bien l'abondance de l'énergie qui a entraîné la révolution industrielle et inversement, et qui a permis à l'homme un développement considérable et extrêmement soutenu, entraînant également, évidemment, des effets pervers. Je pense bien sûr à la surconsommation, à la pollution et à l'épuisement rapide de nos réserves d'énergie fossile. Et si on parle aujourd'hui d'intelligence énergétique, ce n'est pas parce qu'hier on parlait de bêtises énergétiques, mais plutôt parce qu'hier on ne pensait pas l'énergie comme on est amené à le faire aujourd'hui. Et c'est en constatant l'effet pervers et addictif de l'énergie abondante, tout en ne pouvant nier la finitude de ses ressources en énergie fossile, que l'homme doit aujourd'hui transformer sa vision, son comportement et ses technologies pour préserver la ressource qui répond à ses besoins. Demain, si nous n'avons plus ou très peu ou à très fort coût des énergies fossiles, qui imagine ou souhaite ce fameux retour à la bougie? Personne. Et j'insiste bien là-dessus, personne, contrairement à ce que je peux entendre parfois de personnes qui veulent éviter le débat. L'intelligence énergétique n'est pas une fin en soi, mais bien une nouvelle manière d'appréhender le fonctionnement de tout ce qui nous entoure. Car nous ne pouvons poursuivre notre modèle de consommation jusqu'à épuisement de nos ressources, et ça tout le monde l'a bien compris. Pendant plus d'un siècle, nous partions du postulat que nos ressources d'énergie étaient abondantes, et que nous avions construit et conçu en fonction de ce postulat. Aujourd'hui, donc, la logique s'inverse, et c'est ce qui donne lieu à de belles innovations et de nouveaux marchés. Une grande partie des acteurs qui ont assisté à cette matinée dans cette salle le savent bien. Ils œuvrent tous les jours pour innover et inventer le matériel de demain. Ils créent, vous créez des objets, des bâtiments, des process, en ayant compris que ceux-ci ne doivent utiliser que le strict nécessaire en énergie. Et ce sont les objets connectés, les objets intelligents qui commencent à remplir notre quotidien. C'est étonnant comme on parle aujourd'hui de téléphone intelligent ou de bâtiment intelligent. Un objet peut-il être intelligent? Et qu'entend-on par intelligence? L'intelligence, est-ce la rationalisation des choses ou est-ce l'adaptation? Il semble bien qu'on parle ici de ces deux caractéristiques en même temps. Afin de rationaliser l'énergie, l'intelligence énergétique, au-delà de l'efficacité énergétique des matériaux initiaux, signifie s'adapter aux conditions à un instant T, qu'elles soient météorologiques, on le voit en ce moment, saisonnières ou humaines par exemple. Alors attention, parce que j'insiste beaucoup là-dessus, la base de notre diminution de la consommation d'énergie, c'est bien la sobriété et l'efficacité, les deux. À quoi sert de rendre une maison intelligente si ses murs et combles sont mal isolés ou si ses équipements ne sont pas performants? De même, à quoi sert d'avoir un bâtiment performant s'il est chauffé à une température supérieure à notre besoin? C'est la même chose pour les transports, les industries, l'agriculture. Une fois que le maximum a été fait pour optimiser les caractéristiques et les performances du matériel, ainsi que leur utilisation, alors l'intelligence énergétique peut devenir un atout précieux. C'est ce que font les nouvelles technologies. Dans les objets connectés, il y a tout. Il y a les gadgets et il y a le fondamental. On le voit, certains objets sortent et ne se vendent jamais, car ils ne viennent pas répondre à un véritable besoin, même si leurs concepteurs tentent parfois de créer ce besoin. D'un autre côté, nos enfants et nos petits-enfants trouveront cela complètement ahurissant que dans les années 2000, les chauffages des maisons ne s'adaptaient pas systématiquement à la présence de leurs habitants ou aux températures extérieures. Ces nouveautés énergétiques doivent se généraliser, et ce bien plus rapidement que ce n'est le cas aujourd'hui. Pour certaines innovations, tout le monde regarde et attend avec grande impatience leur maturité. Je pense notamment au stockage de l'électricité, notamment pour servir l'intérêt des énergies renouvelables, car nous sommes bien aujourd'hui à ce moment charnière de basculement entre l'ancien et le nouveau monde de l'énergie, et suspendus à ce paramètre fondamental. Parce que beaucoup d'énergies renouvelables ont la caractéristique de l'intermittence, la pérennité de leur développement
et de leur capacité à répondre à terme entièrement à nos besoins repose en grande partie sur le stockage. À ce titre-là, je suis d'ailleurs particulièrement fière, permettez-moi d'avoir un tout petit peu d'esprit de clocher maintenant, de l'installation en 2011 du Hub de l'énergie à Amiens, qui travaille notamment sur le stockage électrochimique de l'énergie, en association avec 15 entreprises et industriels du territoire. Notre capacité à mieux intégrer les énergies renouvelables repose aussi sur notre capacité à nous répartir et redistribuer l'énergie. Et là entre en compte cet autre élément essentiel qu'est la blockchain. Car la blockchain, alors chain, c'est aussi construire un mode décentralisé et efficace de répartition de l'énergie produite localement, d'une école primaire à un hameau de maison, d'une usine à des bâtiments tertiaires, que ce soit pour la chaleur ou pour l'électricité. Tout le monde gagnera à terme à être parfaitement connecté pour la transmission de nos énergies. Attention en revanche aux effets pervers du développement massif des objets connectés. J'en vois deux principaux. Le stockage, justement, et l'utilisation des données. Le stockage, car malgré les data centers, de plus en plus performants, conserver les données reste néanmoins une dépense constante et lourde en énergie, à un moment où nous allons vers une rationalisation de l'utilisation de l'énergie. L'amélioration des performances énergétiques doit donc s'accompagner d'une réflexion sur le stockage des données. Pourquoi garder, comment, combien de temps, pour quelle utilisation? Et j'en viens au deuxième effet pervers possible de la donnée. Qui utilise nos données? Pour quelles fins? Avons-nous envie d'être entièrement surveillés à des fins politiques ou commerciales? La réponse est bien évidemment non, même si on peut se demander s'il n'est pas déjà trop tard. Pourtant, sans penser les données, nous aboutissons très facilement à ce modèle-là. L'intelligence énergétique ne doit pas servir la surveillance, elle doit rester positive, elle doit rester un allié de l'homme. Et en cela, le politique a un rôle à jouer. Et c'est la raison pour laquelle je me félicite que soit inscrit à l'ordre du jour, en ce moment même, à l'Assemblée nationale, d'un projet de loi sur la protection des données, qui permet enfin de traiter la question sur le plan européen et non uniquement au plan national. Une harmonisation des pratiques et des réglementations en matière de protection des données est absolument indispensable dans le monde dans lequel nous vivons. La donnée deviendra soit un outil privé à des fins commerciales, soit un bien commun correctement géré. Et si nous voulons éviter que l'homme se transforme lui-même en produit de consommation, encore une fois, n'est-ce pas trop tard, la donnée doit le protéger et non l'exposer. Il n'appartient pas pour autant à l'État de contrôler la donnée, ce qui pourrait aussi avoir d'autres effets pervers, et l'histoire nous le rappelle tous les jours. Il lui appartient en revanche de s'assurer que le stockage de la donnée est rationalisé et que les individus sont protégés de la surveillance. Mais je me suis un petit peu éloignée du sujet, donc je vais y revenir. Nous pouvons être collectivement fiers que la chaîne de l'énergie, de sa production, de son utilisation, évolue aussi vite vers un modèle plus durable. Car du pétrole sous terre ou du rayon de soleil à l'utilisation finale de l'énergie par nos ordinateurs ou nos téléphones, la chaîne d'acteurs et de moyens utilisés est considérable. Et ça n'est pas seulement l'objet final utilisant l'énergie qui se transforme, c'est la totalité de la chaîne. Demain, la quantité d'énergie produite devra être entièrement calée sur le besoin qui devra lui-même être ramené à son absolu minimum, ce qui ne veut pas dire, et j'insiste beaucoup là-dessus, contrairement à ce que j'ai pu entendre, de renoncer au confort. Il est temps d'inverser la logique qui consistait à penser la production avant le besoin, et nous sommes en train de le faire. L'intelligence énergétique, c'est aussi et surtout ça. Au final, l'objet connecté n'est que le bout de la chaîne, la partie visible de la révolution qui a lieu. Ce changement profond qui a lieu, le politique doit l'encourager, l'accompagner, le cadrer. C'est à cela que sert la loi de transition énergétique pour la croissance verte et les programmations pluriannuelles de l'énergie qui en découlent. Je rappelle ici que la loi de transition énergétique publiée en 2015 fixe la réduction de la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence de 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20% en 2030. Dans la déclinaison opérationnelle de la première programmation pluriannuelle de l'énergie, l'objectif de réduction par rapport à 2012 est de 12,3% en 2003. Comme vous le savez certainement, une prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie qui sera publiée en fin d'année 2018 donnera une visibilité à plus long terme de ces déclinaisons.
Ces signaux sont autant d'indicateurs pour les entrepreneurs d'aujourd'hui qui peuvent se lancer dans des innovations tout en sachant qu'il y a une véritable direction dessinée. Et ça, je veux vraiment insister là-dessus. Le rôle qu'ont les acteurs publics par rapport à vous, les acteurs économiques. Le fait de pouvoir vous donner de la visibilité, de vous pouvoir donner aussi une stabilité dans la réglementation notamment, dans la législation, vous permet de pouvoir investir en sachant où vous allez. Et je sais, comme ça a été compliqué par le passé, justement parce que les acteurs publics n'ont peut-être pas assez joué leur rôle. Des énergies émergentes, notamment, n'ont pas pu se développer parce qu'il y avait des freins législatifs, parce qu'il y avait des freins réglementaires. On y travaille, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille beaucoup pour simplifier les procédures, pour faire en sorte que vous puissiez avoir une liberté d'action, évidemment encadrée, mais de la manière la plus souple possible, parce que justement, moi qui suis une écologiste vraiment convaincue, je suis persuadée que l'écologie, c'est quelque chose de positif et ce que vous faites là le montre. C'est-à-dire que le fait que nous ayons des contraintes aujourd'hui, au lieu de pleurer sur ces contraintes, au lieu de les prendre comme un fardeau, vous les prenez comme une opportunité, vous les prenez comme un facteur de développement économique et nous sommes en train justement de partir dans une nouvelle direction, une direction qui préserve notre avenir, qui préserve nos enfants et qui en même temps crée de la richesse, crée de l'innovation, crée de l'intelligence. Et c'est vraiment pour ça que je suis très heureuse d'être marraine de ce beau forum, parce que nous construisons l'avenir et nous le construisons de manière enthousiasmante. Et c'est pour ça que je tenais à vous remercier beaucoup. Merci.